Bon, mes chers collègues, je vous propose de démarrer cette séance de rentrée de notre conseil municipal. Chacun est installé à sa place. Je souhaite bien sûr la bienvenue à notre public physique, si je puis dire, et puis souhaiter la bienvenue également à ceux qui nous regardent au travers des écrans. Alors, aujourd'hui, demain, après-demain ou après-après-demain, puisque je sais qu'il y a des gens qui revoient la diffusion de notre conseil municipal, puisqu'il y a quand même 1200 vues à chaque conseil municipal, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on ne va pas changer nos habitudes. Nous allons donc procéder par l'appel des présents. Sophie Haribo. Présent. Barbara Atkinson. Présent. Patrick Ballanger. Présent. Radia Baptiste. Présent. Bernard Barbeau. Présent. Stéphane Bertin. Présent. Cyril Blanchard. Je pense. Patrice Pencard. Présent. Claude Desba. Présent. Christophe Duprat. Présent. Charles-Médec Bédé. Présent. Catherine Etchebert. Présent. Catherine Fromentin. Présente. Michel Gangloff. Présent. Flavien Garot. Présent. Sylvie Broisard. Présent. Marie-Noël Elbois. Présent. Samuel Hersec. Présent. Jean-Philippe Montmarty. Présent. Éric Pouliot et Amélie Rémy, vous avez des nouvelles, Charles, ou pas? Il s'excuse. Les deux? Amélie sera là tout à l'heure. Elle va nous rejoindre? Oui. D'accord, parfait. Isabelle Rouchon. Présent. Et Pascal Zéry. Présent. Parfait. Bon, eh bien écoutez, le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer cette séance du conseil municipal. Alors, la secrétaire de séance sera Sophie Haribo. Isabelle Martin a donné procuration à Marie-Noël Elbois, Isabelle Garouste à Sylvie Groisard, Grégoire Chambon à Bernard Barbeau, Christine Lang à Barbara Atkinson et Joël Ronzeau à Stéphane Bertin. Je vous propose de passer au vote du procès-verbal du Conseil du 23 juin 2025. C'était bien sûr avant les vacances. Y a-t-il des commentaires? Oui, si vous avez lu ça en juin, c'est sûr que vous ne vous rappelez plus. Mais je sais que hier soir, vous y êtes repenché, bien évidemment, avant de venir. Voilà, c'était sur votre table de chevet, vous y êtes endormi avec. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons entamer l'ordre du jour avec le point numéro 1, création de postes. Le rapporteur est Pascal Zéry. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, première délibération, création de postes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, considérant la liste d'aptitudes au titre de la promotion interne pour l'année 2025, considérant la liste d'aptitudes au concours d'adjoint territorial d'animation principale de deuxième classe, considérant le tableau des effectifs, il est proposé au conseil municipal. La création au tableau des effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2025 d'un poste de rédacteur territorial. La création au tableau des effectifs à compter du 1er novembre 2025 également d'un poste d'animateur territorial principal de deuxième classe. La création au tableau des effectifs également à compter du 1er novembre 2025 d'un poste d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe. Et bien évidemment d'inscrire les crédits correspondant au budget de la commune. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, bon, c'est une délibération, j'ai envie de dire classique. Certains agents, et tant mieux, ont passé des examens professionnels, des concours. Il y a également eu un avancement au titre de la promotion interne. Donc, en plus, on a tous les choix là. On a un examen professionnel, un concours et une promotion interne. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ça veut dire que... pardon ? Donc ça veut dire que nous pouvons proposer à ces agents de prendre leur nouveau poste, leur nouveau grade, au 1er novembre 2025. Avez-vous des questions? Non? Oui, pardon. J'ai juste une intervention. Oui, allez-y. Merci, monsieur le maire. Encore une fois, nous avons l'occasion de constater l'engagement remarquable de nos équipes municipales et leur volonté constante de progresser. Cet engagement au service de tous et cette recherche permanente d'amélioration sont de véritables atouts pour notre commune. Ils méritent toute notre considération et nos encouragements pour poursuivre sur cette voie. Nous voterons favorablement pour cette délibération. Merci beaucoup, Charles, pour eux. J'estime que lorsqu'un agent fait l'effort d'être élu, de passer un concours, un examen professionnel,
Notre rôle est de les nommer. Sinon, ça a peu d'intérêt, finalement. Sachant que je rappelle toujours que le concours n'est valable que 3 ans. Bon, l'examen professionnel, lui, est valable plus longtemps, mais le concours est valable que 3 ans. Donc, il est normal que l'on puisse voir. Tant que les agents passent des concours et se forment, j'ai envie de dire que c'est plutôt bon signe. Voilà, donc là, nous avons donc, ces 2 catégories B et une catégorie C+, qui seront le cas. Parfait. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, bien évidemment, maintenant vous avez l'habitude, ça fait 5 ans qu'on passe les délibérations. Donc vous savez que quand on fait donc, des créations de postes, eh bien, on modifie aussitôt le tableau des effectifs. Effectivement. Donc, modification du tableau des effectifs. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, considérant la liste d'aptitudes au titre de la promotion interne pour l'année 2025, considérant la liste d'aptitudes au concours d'adjoint territorial animation principale de 2e classe, voici donc le tableau des effectifs modifié. Donc dans la filière adjoint administratif territorial principal de 1re classe, nous avons actuellement 4 postes, nous passons à 3. Rédacteur territorial, nous avons actuellement 4 postes, nous passons à 5. Dans la filière animation, adjoint territorial d'animation, nous avons actuellement 19 postes, nous passons à 18. Adjoint territorial d'animation principale de 2e classe, nous avons 6 postes actuellement pour passer à 7 au 1er novembre. Adjoint territorial d'animation principale de 1re classe, nous avons actuellement 6 postes, nous passons à 5. Et enfin, animateur territorial principal de 2e classe, nous n'avions pas de poste et nous passons à 1. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter ces modifications du tableau des effectifs, d'annoncer que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 12 du budget et de charger Monsieur le maire de la mise en œuvre de cette décision. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, donc juste pour vous faire remarquer 2 choses quand même. La filière animation, c'est 31 personnes. Et là, quelquefois, on dit il y a 110 agents dans la collectivité, mais 31 personnes sont titulaires dans la filière animation. Et surtout, ce que moi j'ai toujours souhaité, c'est la dernière colonne. Temps complet. Voilà, il n'y a pas d'animateurs en dehors de leur propre choix à temps partiel. Ce sont des temps complets. Voilà. Que certaines communes qui donnent quelquefois des leçons avec des drapeaux rouges, roses ou verts puissent faire comme nous. Parlant de drapeau, j'estime que vous avez vu que nous avions au fronton de notre mairie un seul drapeau, c'était celui le bleu, blanc, rouge, qui est normal. Avez-vous des questions? Qui est pour? Je vous remercie. On est très social ce soir. Donc là, dossier numéro 3, toujours Pascal Zérény, adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire risque prévoyance proposée par le centre de gestion de la Gironde. Merci, monsieur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, vu les dispositions du Code général de la fonction publique, notamment les articles L 827-7 et L 827-11, vu le décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, vu la délibération du centre de gestion numéro DE-0032-2024 en date du 10 juillet 2024 portant choix des prestataires retenus pour la conclusion des conventions de participation pour le risque santé et prévoyance, vu l'avis du comité social territorial en date du 12 septembre 2025, vu la convention de participation prévoyance signée entre les centres de gestion de Gironde et Territoria Mutuelle en date du 17 juillet 2024, il est demandé au conseil municipal de décider de l'adhésion de la commune à compter du 1er janvier 2026 à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance susvisé conclu entre le centre de gestion et Territoria Mutuelle et au contrat collectif à adhésion facultative afférent au bénéfice des agents de la collectivité. D'accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque prévoyance.
c'est-à-dire les risques d'incapacité de travail et des risques d'invalidité liés au décès. Cette participation financière sera accordée exclusivement au contrat référencé par le Centre de gestion de la Gironde pour son caractère solidaire et responsable. De fixer le niveau de participation dans la limite de la cotisation versée par l'agent à 12 € par agent et par mois. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes relatifs à l'adhésion de la convention de participation mutualisée proposée par le Centre de gestion de la Gironde, ainsi que les éventuels avenants à venir. Les conclusions sont mises aux voix. Donc voilà, tout a été dit dans la délibération. Nous allons pouvoir faire profiter nos agents, pour qu'ils le souhaitent, bien évidemment. Il n'y a rien d'obligatoire d'adhérer au risque de prévoyance proposé par le centre de gestion. Nous maintenons notre niveau de participation à 12 € alors que la norme est à 7. Voilà, c'est quand même un geste non négligeable. Voilà, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, la mutuelle territoriale est venue faire une réunion où les agents puissent s'informer. Ils ont eu une simulation, chacun pour pouvoir... Voilà. Avez-vous des questions? En application de la loi de transformation de la fonction publique territoriale, je ne prendrai pas part au vote sur cette délibération étant membre de l'exécutif du centre de gestion. Voilà. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Point suivant, numéro 4. Adoption, modification des statuts du SDEG. Alors, je vous fais grâce du Code général des collectivités territoriales, etc. Ce projet de réforme statutaire répond à deux objectifs. Distinguer l'exercice des compétences et des prestations de services du SDEG. Les compétences du SDEG, électricité, gaz, éclairage public, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, défense extérieure contre l'incendie, sont les missions que lui confient les collectivités membres en application de l'article 5111-1 du CGCT. Des prestations de services, instruction urbanisme, foncier, cartographie, assurées par le SDEG, sont des missions qui se situent dans le prolongement des compétences du syndicat. Ces missions sont le complément normal, nécessaire ou utile des compétences du syndicat. Les collectivités membres et non membres peuvent y adhérer. Il est à noter que le seul transfert d'une compétence par une collectivité vers le SDEG ouvre droit à la désignation de délégués au sein du SDEG. Les collectivités bénéficiant des prestations de services pourront désigner un représentant qui sera invité à participer aux travaux du comité syndical sans disposer d'un droit de vote. Modifier la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant afin de réduire le nombre de délégués et enfin améliorer la gouvernabilité du SDEG. Afin de rationner le nombre de délégués, actuellement 862, qui représentent les collectivités membres au comité syndical, il est proposé de créer des comités locaux de l'énergie. Ces entités locales auront pour rôle de désigner des délégués qui les représenteront au comité syndical pour la compétence distribution d'électricité. Limitant le nombre de délégués à 512, leur rôle consistera également à être les relais de proximité pour le SDEG, élaboration des programmes de travaux, d'entretien des ouvrages, une carte des clés, c'est-à-dire les comités locaux de l'énergie, est annexée au statut. La dite réforme statutaire entrera en vigueur au renouvellement des instances du SDEG suite aux élections municipales de 2026. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accepter la modification des statuts du SDEG tels qu'évoqués ci-dessous. Avez-vous des questions? Alors, je vais être très clair avec vous, par mémoire, siégé depuis maintenant un grand moment, nous n'avons jamais vu les 862 membres présents, ni même 431 qui se trouvent être le quorum. Donc souvent, on est obligé de faire 2 réunions. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu plus clair. Il y aura donc un représentant par commune. Y a-t-il des questions? En application de la loi de transformation de la fonction publique, je ne pourrai pas prendre part au vote en tant que membre de l'exécutif du SDEG. Et M. Claude Desbans ne pourra pas non plus en prendre part au vote puisqu'il est membre du comité syndical. Qui est pour? Je vous remercie. Mes chers collègues, je vais céder la parole à Francis Riquet et je vais donc quitter la salle puisque je suis obligé de partir. Au terme de l'article L422-7 du Code de l'urbanisme, si le maire est intéressé à un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire,
le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Considérant que M. Christophe Duprat, maire de la commune, a déposé une demande de déclaration préalable enregistrée le 3 septembre 2025 et référencée sous le numéro DP 033 376 25 00109 pour la pose d'un générateur photovoltaïque sur la toiture de sa maison d'habitation, il est donc nécessaire de désigner par une délibération spéciale un membre du conseil municipal pour statuer sur cette demande. À ce titre, il est proposé de désigner M. Bernard Barbeau, premier adjoint en charge des travaux et du patrimoine, pour statuer sur cette demande. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu la loi numéro 2013-907 relative à la transparence de la vie publique, considérant que pour prévenir tout conflit d'intérêts, il y a lieu de désigner un membre du conseil municipal pour statuer sur la demande de déclaration préalable déposée par M. Christophe Duprat, maire de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, considérant la proposition de désigner M. Bernard Barbeau, premier adjoint au maire, considérant que M. Christophe Duprat, maire, intéressé à l'affaire, doit quitter la salle du conseil municipal avant l'examen de la demande et ne doit pas participer au débat ni au vote, ce qui est le cas, il est demandé au conseil municipal de désigner M. Bernard Barbeau pour statuer, en lieu et place du maire empêché, sur la demande de déclaration préalable déposée par M. et Mme Christophe Duprat et référencée toujours sur le même numéro DP 033 376 25 00 109. Les conclusions sont mises aux voix. Si je dois faire un commentaire, faites-moi confiance, je regarderai avec beaucoup de rigueur ce dossier. Tu fais voter. Tu fais voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. Merci. Tout annoncé, J'ai pris l'engagement de regarder. Bon, pour être tout à fait transparent, il s'agit de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison. Voilà. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est ainsi, et nous nous conformons à la loi. Alors ensuite, nous avons le dossier numéro 6, dossier très important, qui intéresse beaucoup M. Ritter. Mais c'est Marie-Noëlle Elbois qui va le rapporter. Il s'agit de l'engagement de la commune dans le renouvellement de la Convention territoriale globale, plus communément appelée CTG, pour les périodes 2026-2029 avec la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Monsieur le maire. Donc, la commune était engagée depuis de nombreuses années avec la Caisse d'allocation familiale de la Gironde sur la politique de petite enfance, enfance-jeunesse, par l'intermédiaire du contrat enfance-jeunesse. En 2022, la Convention territoriale globale, que l'on appelle CTG, est venue remplacer la contractualisation précédente en élargissant les champs d'intervention concernant les thématiques de parentalité, d'animation de la vie sociale, du logement ou encore de l'accès aux droits. Cet élargissement des champs d'action visant à co-construire une vision partagée du territoire entre la CAF et la commune au regard des besoins des habitants, tout en renforçant l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions. Cette convention signée pour la période 2022-2025 a fait l'objet d'un bilan positif partagé entre l'ensemble des partenaires. Pour rappel, celle-ci axait son développement suivant 4 points qui étaient mettre en place la gouvernance de la CTG, aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, faciliter la parentalité, favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes, créer les conditions favorables à l'autonomie, à la mobilité pour l'insertion sociale et professionnelle. Le terme de la convention sera échu à la fin de cette année civile en cours. Il est donc nécessaire de procéder à son renouvellement afin de poursuivre les actions engagées et d'adapter les actions à venir aux besoins évolutifs de la population. La prochaine CTG concernera donc la période 2026-2029. L'année 2026 étant une année d'élection municipale, la démarche de renouvellement ne pourra être engagée et contractualisée qu'à l'issue de ces dernières. Toutefois, il apparaît nécessaire de valider la volonté de renouvellement de la CTG par la commune dans l'attente de cette contractualisation.
Donc à ce jour, une démarche de bilan, d'évaluation et de réécriture de la convention territoriale globale est en cours de cadrage et va être menée conjointement par la commune et la CAF de la Gironde dans les mois à venir pour aboutir à une nouvelle convention 2026-2029. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette démarche, d'autoriser la commune à s'engager dans le processus de renouvellement de la prochaine convention territoriale globale et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention renouvelée à l'issue de la démarche dans le courant de l'année 2026. Les conclusions sont mises aux voix. Monsieur le maire. Alors, c'est un dossier important, hein. Il ne vous a pas échappé que c'est la première source de recettes de la commune en dehors de la fiscalité. Mais surtout, c'est un accompagnement au travers des familles de la collectivité. Nous aurons deux axes importants qui seront dans ce futur contrat, ça a été dit par Marie-Noël à l'instant. La parentalité sera un axe très très important de ce futur contrat. Et le deuxième axe sera la formation de nos agents face au nouveau fonctionnement des familles, la relation avec les familles, la relation avec les enfants, avec ce qu'on appelle aujourd'hui des référentiels qualité qui sont mis en place dans les structures petite enfance. Nous avons beaucoup progressé sur le nombre de places mises à disposition. Je rappelle que 82% des familles trouvent une solution sur la commune en mode de garde de 0 à 3 ans. C'est un chiffre plutôt intéressant. Alors évidemment, hein, on y met dedans le multi-accueil, la crèche privée, enfin entre guillemets, micro-crèche, demain la MAM et les assistantes maternelles, c'est-à-dire tous les modes de garde qui existent aujourd'hui. Nous avons aussi une politique d'accueil des enfants, c'est-à-dire qu'aucun enfant n'est refusé si ses parents, si un des deux parents ne travaille pas, comme ça existe dans certaines collectivités. Nous prenons tous les enfants, nous les acceptons. Il n'y a pas non plus pour la cantine. Nous avons même dépassé des chiffres qu'on n'avait jamais atteints cette année, puisque nous sommes en maternelle à 99,5% des enfants qui mangent la cantine. Et voilà, donc cette politique est importante. Elle est aussi importante en termes d'aide à l'investissement. La caisse d'allocation familiale, on l'oublie souvent, c'est de l'aide au fonctionnement, mais c'est aussi de l'aide à l'investissement, puisqu'ils vont participer financièrement à la création du nouvel accueil périscolaire à côté de la salle Ronsard, puisque c'est prévu, et surtout, le deuxième référentiel, ce qu'on appelle le référentiel bâtiment, nous avons été audités par la PMI et par le conseil départemental, va faire que la sécurisation de nos deux lieux d'accueil petite enfance, la Clé des Champs et la Maison de la petite enfance, feront l'objet de travaux d'accueil, de sécurisation. Et donc là aussi, la caisse d'allocation familiale prend en charge à 80%, parce que je vous rappelle qu'en France, on ne peut pas aller au-delà de 80% de subvention pour pouvoir équiper. Il y a des lits qui vont être également changés, il y a du matériel qui va être fait pour être bien dans les normes les plus strictes qui existent, avec comme objectif, soyons très clairs, il est dans nos têtes à chacune et à chacun d'entre nous, le bien-être de l'enfant. C'est quand même ça, la chose la principale qui est là-dedans. Voilà, donc c'est un travail partenarial. Bien évidemment, on a un coordinateur communal en la personne de Julien Houssineau, qui pilote un petit peu ça, mais il y a tout le service enfance, petite enfance, éducation, qui vient en soutien de toute cette politique. C'est pas négligeable. Vous remarquiez tout à l'heure que 30 et quelques agents étaient dans cette filière-là. Ça veut dire que c'est très important pour nous et ce contrat est aussi important. Enfin, je terminerai en disant que nous souhaitons associer dans ce contrat des associations, le collège, dans des associations de parents d'élèves, bien sûr, le collège, la PMI, enfin toutes les structures qui gravitent autour, de façon à ce que le parcours de l'enfant soit pris en compte, quel que soit le mode choisi par les parents. Voilà, les associations de parents d'élèves font des conférences, alors ça a été le cas sur les écrans, ça a été le cas sur le harcèlement, ça a été le cas, voilà. Il y a également les scouts qui seront partenaires de cette opération. Il y a aujourd'hui 25 enfants qui sont gardés par les scouts les samedis, etc. Donc ça correspond également
il y aura bien évidemment le collège, parce que nos animateurs vont, le midi, sur la pause méridienne, faire des animations à l'intérieur du collège. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Voilà, il y a peu de communes où nos animateurs municipaux vont faire ces animations. Voilà, donc c'est un dossier auquel nous accordons beaucoup d'importance et qui va nous occuper. Et bien évidemment, et c'est tout à fait normal, nous ne le signerons qu'après les élections municipales. Il n'est pas question de le signer avant. Il faut que la respiration démocratique puisse se faire et ensuite on aura l'occasion de pouvoir le signer. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Redevance d'occupation du domaine public par des ouvrages de réseau public de transport et de distribution d'électricité, instauration du principe de la redevance réglementée pour les chantiers provisoires. Rapporteur Francis Riquet. J'informe le conseil municipal que les règles relatives au calcul des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont aujourd'hui codifiées aux articles R 2333-105 et suivants du Code général des collectivités territoriales. À ce titre, ces articles du Code général fixent le régime des redevances dues aux communes, EPCI, syndicats mixtes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de réseau, de transport et de distribution d'électricité et aux canalisations particulières d'énergie électrique. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de réseau de transport et distribution d'électricité, d'en fixer le mode de calcul conformément à la partie réglementaire du CGCT, en précisant que le montant de la redevance s'appliquera au taux maximum réglementaire, de décider que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l'index d'ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier, ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour la mise en application de cette décision. Et les conclusions sont mises aux voix. Ce sera accessoirement une recette. Bon, ne vous faites pas trop d'illusions. Hein. Voilà. Ne pensez pas que on va refaire la mairie avec. Hein. C'est pas l'ordre du jour. Hein. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Je viens de recevoir le pouvoir d'Éric. Est-ce possible de le prendre? Ok, merci. Pas de souci. Vous le transmettrez à Monsieur le directeur général. Très bien, merci. Alors, qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Alors, les vacances de Toussaint arrivant, nous allons commencer à parler des stages. Donc là, la tarification du stage mapping vidéo, Samuel Hersec. Merci Monsieur le maire. Donc, effectivement, le service jeunesse propose du 20 au 21 octobre un stage de mapping vidéo à destination de 12 jeunes de 11 à 17 ans. L'objectif de ce stage est de développer la collaboration et l'organisation autour d'une réalisation artistique commune. Se déroulant le lundi toute la journée et sur la matinée du mardi, le stage permettra aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences artistiques et numériques tout en s'épanouissant dans la pratique. Le stage les amènera à réaliser un projet artistique qui sera diffusé lors de la soirée des illuminations de Noël. L'activité sera encadrée par un intervenant qualifié, membre de l'association Aux yeux des autres, ainsi que l'équipe d'animation. Donc les objectifs pédagogiques, c'est découvrir l'art du mapping vidéo, élaborer et aborder différentes phases de création d'un projet, développer la créativité et le côté artistique, acquérir des compétences numériques et techniques, et enfin favoriser la coopération et la socialisation des jeunes. Donc là, on est sur un budget. Donc vous avez le planning de la journée du 20 octobre et du mardi 21 octobre. Et donc on est sur un coût total qui s'élève à 1015 euros. Et donc le budget, le conseil municipal est sollicité pour voter les tranches ci-dessous. La tranche 1, 21 euros, la tranche 2, 29 euros, la tranche 3, 38 euros, la tranche 4, 46 euros, tranche 5, 55 euros, tranche 6, 63 euros, tranche 7, 72 euros
Et la tranche 8, 85 €. Les conclusions sont mises au voie. Voilà, c'est un stage original. Voilà, c'est une nouveauté que nos nouveaux animateurs nous ont proposé. Voilà. Qui a des questions? Qui est pour? Très bien, merci. Nous continuons la tarification de la session sport. Là, c'est Patrick Ballanger qui va rapporter. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, effectivement, on va parler de la tarification de la session sport du 27 au 29 octobre. Je vais commencer par le décrire avec notamment le service jeunesse et sport qui organise une session sport sur 3 jours uniquement, du 27 au 29 octobre 2025. Ce programme s'adresse à 12 enfants âgés de 8 à 10 ans. Les activités se dérouleront sur la commune de Saint-Ouen-les-Médocs pour l'essentiel, des activités à Mérignac pour la sortie accrobranche et l'escalade. Sont proposées durant cette session du tir à l'arc, de la tech, une sortie vélo, de la course orientation, de l'escalade sur voie. Enfin, une sortie à l'acrobranche sera organisée pour clôturer ces 3 jours. La prestation proposée comprend le transport en minibus, les repas et les activités et l'encadrement. Les objectifs pédagogiques sont la découverte et l'initiation à différents sports, favoriser la pratique sportive d'un public mixte, favoriser l'autonomie et la socialisation des enfants. Au niveau du fonctionnement, nous avons une équipe d'animation avec Flore Giomana et Marion François. Les transports seront effectués avec un minibus et une voiture de 5 places conduite par l'équipe d'animation. Chaque jeune devra donc également emmener un vélo en bon état le lundi matin avec un casque. Nos prestataires, ils sont au nombre de 3 avec l'acrobranche, Décathlon Mérignac, l'escalade sur voie Climb Up Mérignac et minibus location à la Sam Foot. Alors on a un planning sur ces 3 jours qui comprend donc la tech pour le lundi matin, le mardi matin du tir à l'arc et escalade sur les voies pour le dernier jour. Après la pause méridienne, on retrouvera ces enfants sur le course d'orientation le lundi, sortie vélo l'après-midi du mardi et sortie accrobranche le mercredi. Voilà donc pour ce planning. Au niveau du coût, les dépenses prévisionnelles sont donc de 1113,80 €, équivalentes aux recettes. Le coût du séjour, donc nombre de jours 3, vous l'avez compris, nombre d'encadrants, ils sont 2. Ça comprend donc les 1213 € que je viens de vous parler. On va parler des tranches maintenant avec toujours donc nos 8 tranches. Donc la tranche 1 à 25 €, la tranche 2 35 €, la tranche 3 45 €, tranche 4 à 56 €, tranche 5 66 €, tranche 6 76 €, tranche 7 86 €, tranche 8 dernière tranche 101 €. Voilà donc le conseil municipal est donc sollicité donc pour la mise aux voix, monsieur le maire. Très bien, tout a été dit. Avez-vous des questions? On a l'habitude un petit peu de ces sessions sport. Pas de questions? Qui est pour? Je vous remercie. Tant que vous avez la parole, vous allez la garder. Tarification des vacances sportives cette fois-ci. Voilà, j'aurais pu seulement rajouter que la tech c'était donc un jeu sportif similaire au baseball. Ça, vous ne m'avez pas demandé, mais je vous le rajoute. Je vous l'ai déjà demandé depuis le début du mandat. J'ai une bonne mémoire. Pour vous, monsieur le maire, j'en doute pas, mais mes collègues auraient pu oublier éventuellement. Faire attention parce que la tech, ça peut être aussi autre chose. La technologie. Effectivement. Donc on enchaîne sur la tarification de vacances sportives du 20 au 24 octobre. Donc toujours donc les vacances à Toussaint. Le service jeunesse et sport propose des vacances sportives, donc du 20 au 24 comme je viens de le dire, au programme 2 stages au choix sur 5 séances. Il y a l'initiation au basketball et au roller, d'autres activités sportives collectives, individuelles et de plein air telles que le football, football américain, sortie à vélo et badminton seront proposés en complément. Enfin, une sortie paintball viendra clôturer cette semaine. Cette semaine est prévue pour 16 jeunes. Ils sont un petit peu plus âgés que les précédents. Ils sont âgés de 10 à 14 ans. Ils seront encadrés par l'équipe d'animation et par des intervenants diplômés.
La prestation proposée comprend bien évidemment le transport en minibus, les repas, les activités et l'encadrement. On va maintenant s'attarder sur les objectifs pédagogiques. Ils sont donc là pour permettre aux jeunes de s'initier à de nouvelles disciplines sportives, favoriser la mixité du public par un choix de la programmation, favoriser l'échange entre les élémentaires et les collégiens et favoriser l'autonomie et la socialisation des jeunes. Alors, on va changer un petit peu au niveau de l'équipe d'animation. Là, nous aurons Johan Beiss et Hugo Delabois. Le transport. Celui-ci se fera avec 2 minibus de 9 places. Ils seront pilotés par l'équipe d'animation. Les déplacements sur la commune se feront à vélo. Chaque jeune devra donc amener un vélo en bon état le lundi matin avec un casque. Et bien sûr, ils emprunteront notre beau réseau cyclable. Au niveau des prestataires, nous aurons Oops Factory, nous aurons le comité des Girondes de roller et Fanatic Paintball. Nous avons un programme qui comprend le lundi un stage de baseball et du roller pour le lundi matin. Le mardi, ça sera la même chose. Le mercredi, la même chose. Et on ne changera rien pour le reste de la semaine. Les après-midi, tchoukball le lundi, sortie vélo le mardi, football américain le mercredi, badminton le jeudi et le paintball pour le dernier jour. Le coût est très important. 2725,75 donc au niveau de la prévision. Donc des dépenses et les recettes sont équivalentes. Et maintenant, on va parler donc de la fréquentation par tranche prévisionnelle et établie selon la moyenne de fréquentation des 6 jours précédents. Et la tranche 1 sera donc de 43 €, la tranche 2 60 €, tranche 3 77 €, tranche 4 94 €, tranche 5 111 €, tranche 6 128 €, tranche 7 145 €, la dernière tranche, la tranche 8 170 €. Le conseil municipal donc est sollicité donc pour voter donc cette délibération. C'est quoi ce sport? Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Attends. Je me souviens de certains débats politiques où il venait avec ses questions, l'autre venait avec ses réponses. Le tchoukball. Ah, monsieur le maire, j'attendais la question pour tout vous dire. Donc, le tchoukball, c'est un sport qui nous vient de Suisse normande. Eh oui. Et il est créé pour un sport sans risque, et c'est le docteur Hermann qui a pensé ce sport. Alors, c'est un mélange de volley et de hand. Alors, vous allez me dire comment ça se joue. Et tout simplement, on marque des points en faisant rebondir le ballon sur un trampoline. On imagine donc à chaque côté du terrain des trampolines, on va dire obliques, et vous jetez le ballon sur un trampoline, il revient, vous avez marqué un but, voilà, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, il faut savoir qu'il existe également une fédé de tchoukball. Voilà, vous savez tout, monsieur le maire. Je ne suis pas sûr d'avoir aussi bien compris que Léon Zitron dans l'interview, mais bon, Je peux répéter. ça doit exister. Qui est pour, après cette explication détaillée? Merci. Alors, Francis Ritter va donc présenter la délibération d'une demande de subvention au titre du programme Rugby Héritage de l'Agence nationale du sport, construction d'une tribune pour le terrain de rugby de la Plaine des Sports. En 2024, l'Agence nationale du sport et la Fédération française de rugby ont mis en place un partenariat visant à cofinancer les travaux de rénovation-modernisation de terrains de grands jeux existants dédiés à la pratique du rugby à 15, et ce dans la poursuite de l'héritage de la Coupe du monde de rugby qui avait été organisée en France en 2023. Géré au niveau national par le service des équipements sportifs de l'agence, dans le cadre d'un guichet unique, ce dispositif a permis en 2024 le financement de 207 projets pour un montant total de subventions attribuées de 10 millions d'euros. Pour 2025, cette enveloppe relève des crédits nationaux dédiés aux équipements de proximité du plan 5000 équipements génération 2024. Ce dispositif est piloté et financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par l'Agence nationale du sport qui assurera l'instruction et le suivi des dossiers. La commune de Saint-Aubin-de-Médoc, désireuse de promouvoir la pratique sportive sur son territoire et d'accompagner le développement des clubs sportifs communaux, souhaite compléter son offre d'équipements sportifs en créant une tribune pour le terrain de rugby situé sur sa plaine des sports. Cette structure viendra améliorer les conditions d'accueil du public lors des matchs du club de rugby local, mais également dans le cadre scolaire avec l'accueil des classes de collège sur le site lors des cycles de pratique de rugby. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 37 600 €.
Vu la note de service du 24 juin 2025 pour ce projet édité par l'ANS, considérant qu'au regard de cette note, la commune étant éligible au programme Rugby Héritage, souhaite déposer une demande d'aide financière auprès des services de l'État en charge des sports, donc l'ANS, selon les modalités de financement que je vais vous détailler. Donc les travaux, il y en a pour 37 600 € hors taxes, et les recettes en face, 30 080 € de l'ANS, donc c'est la subvention qu'on a demandée, et les 20% d'autofinancement de la commune de 7 520 € qui font 37 600. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement du projet de construction d'une tribune pour le terrain de rugby, tel que je vous l'ai présenté, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter une subvention au titre du programme Rugby Héritage auprès de l'ANS. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, nous avons découvert tout à fait par hasard ce fonds cet été, là, au cours de l'information qui nous est parvenue. Notre club de rugby a franchi une étape supplémentaire puisqu'ils sont passés de régional 3 à régional 2. Alors pour nous donner envie de voter ce soir, ils ont même gagné à l'extérieur hier. Voilà, voilà comme à Villeneuve-d'Ornon. Donc c'est plutôt bien. Bon, il s'agit de tribunes comme celle du foot, hein, je rassure tout le monde, il ne s'agit pas de construire des tribunes en béton, etc. Ce sont des tribunes d'une quarantaine de places, avec bien sûr la place pour les PMR, hein, puisque ça fait aussi partie. C'est ce qu'ils demandent, en fait, ils n'ont pas besoin de plus, mais c'est de façon qu'ils soient traités de la même manière que le foot. Ça va dans un esprit d'aider nos sections de la SAM, donc je voudrais saluer au passage tout le travail qui est fait par la SAM. Nous avons même également, ces dernières semaines, signé une convention avec la SAM Tennis, avec des investissements qui seront faits entre la commune, entre la SAM. Voilà, donc c'est qu'on continue ce travail partenarial que nous mettons en place. Dans quelques jours, nous aurons la pose de la nouvelle buvette pour la SAM baseball. Voilà, donc ça veut dire que nous permettons à toutes les sections d'avoir quelques investissements, j'ai envie de dire des investissements productifs, c'est-à-dire dont ils ont vraiment besoin. Voilà, donc c'est intéressant. Maintenant qu'on franchit un niveau supplémentaire, le rugby, ça paraît intéressant. Ils ont bien démarré la saison, voilà, donc nous allons demander cette subvention et puis on verra si on l'obtient ou pas. En tout cas, qu'ils ne demandent rien à rien. Avez-vous des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Toujours Francis Richter, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association 4L Unity. Pour mémoire, il est rappelé que la commune aide régulièrement les Saint-Aubinois lorsqu'ils présentent un projet intéressant, qu'il s'agisse d'un projet sportif, humanitaire, comme les participations au RAID 4L Trophy par exemple, qui allie justement l'épreuve sportive à un objectif humanitaire. Aujourd'hui, un jeune Saint-Aubinois qui a créé l'association 4L Unity avec un ami souhaite participer à l'édition 2026 qui se déroulera en février prochain. Considérant leur participation effective à cette épreuve, considérant la subvention identique octroyée à tous les équipages présentant un dossier complet de demande de subvention, le conseil municipal est donc sollicité pour accepter l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association 4L Unity, pour autoriser monsieur le maire à signer tout document, si nécessaire, avec ladite association pour entériner cette participation communale. Les conclusions sont mises aux voix. Merci. Voilà, bon, vous avez l'habitude, hein, on aide tous les ans un équipage ou deux, suivant les demandes qu'il y a, de jeunes Saint-Aubinois qui partent à l'assaut. Alors, j'ai découvert il y avait maintenant, parce que les 4L deviennent de plus en plus compliqués à trouver. Donc on a maintenant, alors ça s'appelle pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a des rallyes sur des 205 et des Super 5. Voilà, enfin, Renault 5, Super 5, voilà, puisqu'il faut se mettre un peu au bout du jour, parce que les 4L, les pauvres, il y en a de moins en moins. Hein. Voilà. Alors, qui est pour que ces jeunes partent à l'aventure? Toujours Francis Richter, admission à non-valeur. Donc, comme chaque fin d'année, on a cette délibération. Donc, le comptable public, dans son courrier du 3 juin 2025, nous demande d'admettre en non-valeur des créances communales pour lesquelles n'a pu aboutir les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. Donc, le comptable public a fait tout ce qu'il pouvait pour recouvrer. Il n'y est pas arrivé. Donc, le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 507,76 €.
Il est précisé que ces titres concernent des inscriptions à la restauration scolaire et aux activités extrascolaires sur l'année 2019, donc pour 127 €, ainsi qu'une demande de remboursement de trop perçus sur rémunération d'un agent de 380 € sur l'année 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes recensés dans les tableaux que nous a adressés le comptable public et d'imputer cette annulation de titres en dépenses de la section de fonctionnement du budget principal 2025 sur l'article créances admises en non-valeur. Les crédits nécessaires ont bien été inscrits au budget communal 2025. Les conclusions sont mises aux voix. Une libération annuelle qui permet de solder un certain nombre de créances que l'on ne pourra jamais recouvrir malgré toutes les interventions des finances publiques, c'est-à-dire des relances, des éventuellement. Et comme ces sommes ne dépassent pas une somme assez élevée, il n'y a pas de possibilité de saisie, puisqu'on est sur des petites sommes, puisque je rappelle qu'il n'y a que 127 € sur les activités restauration scolaire, activités extrascolaires, donc ça veut dire que c'est une multiplicité de factures de 20 €, de 30 €. Voilà, bon, c'est ainsi. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, j'ai quelques décisions du maire. Je vais vous faire part. Tout d'abord, j'ai été amené à attribuer à la société Étanchéité 2000 et à la société EPRM un marché à procédure adaptée concernant de l'eau pour la rénovation de l'étanchéité des peintures du foyer sportif René Escarré. J'ai également été amené à signer un marché de procédure adaptée aussi pour la mise en place d'alarmes, la mise en sûreté des bâtiments communaux par la société Samsat SI. Voilà, c'est en cours de déploiement. Et enfin, comme le prévoit la nomenclature M57, dans le cadre de la fongibilité des crédits, on peut maintenant, sans décision modificative, faire une décision du maire. Donc nous avons mis 6 500 € au chapitre 13, 7 500 € en plus au chapitre 23, et on a diminué le chapitre 21, avec l'opération 142, de 14 000 € pour équilibrer, bien sûr, tout ça comme nous le permet, l'essentiel étant d'en informer le conseil municipal. Alors, il me reste quelques petites choses à vous dire. La première, c'est les rendez-vous de nos conseils municipaux. Donc, nous nous reverrons le lundi 20 octobre. Ensuite, nous aurons le lundi 17 novembre. Alors, vous savez qu'il y a toujours une petite incertitude sur le lundi 17 novembre. Et enfin, le lundi 15 décembre, nous terminerons l'année avec ce conseil municipal. Il me reste quand même de ne pas passer sous silence un événement qui s'est passé en fin de semaine. Pour la deuxième fois consécutive, la commune de Saint-Aubin-de-Médoc a été désignée comme première ville cyclable. Voilà, j'ai donc le trophée qui est là, donc ville cyclable pour la catégorie des communes de banlieue. Voilà, donc nous sommes au palmarès avec un certain nombre de classements qui sont là-dessus. Celui qui me tient le plus à cœur, finalement, de ces classements, c'est celui de l'engagement de la commune, puisque nous obtenons la note de 4,99 sur 6, puisque la notation est sur 6. Donc ça veut dire que nous faisons beaucoup de choses pour le vélo, et tant mieux. Le Vélobus a fêté sa 19e rentrée. Voilà, d'ailleurs, les médias viendront une nouvelle fois voir ce Vélobus demain. Voilà, et donc nous avons également, notez bien sur vos tablettes, la fête du vélo, le samedi 4 octobre. Voilà, donc nous aurons sur la place Auristel la fête des initiatives durables et la fête du vélo. Et nous aurons un invité d'honneur, l'association Vélocité, qui sera avec nous et qui dira tout le bien qu'il pense de ce que fait Saint-Aubin-de-Médoc. Comme quoi, tout passe, tout lasse, sauf les glaces, vous savez. Et donc, nous aurons aussi l'occasion de faire visiter la commune à nos nouveaux arrivants, puisque le 4 octobre sera aussi l'accueil des nouveaux arrivants, et qu'il y aura 2 sorties à vélo à 10h et 11h, où on fera visiter la commune à vélo, ce qui, à mon avis, est plus intéressant que de le faire avec un bus ou de le faire d'une autre manière. Donc, ça sera une occasion de dire que le vélo est bien présent ici à Saint-Aubin. Et ce n'est pas fini, parce que je ne sais pas quand sera le prochain baromètre vélo de la Fédération des usagers de la bicyclette, mais en tout cas, on a encore dans les cartons quelques pistes cyclables qui sont prévues vers le hameau de Segonne. Ce hameau
ne sera pas laissé à l'abandon. Et puis nous avons encore quelques lièges, chemin de la Tuilerie notamment, pour revenir sur la route de Picotte. Donc voilà, il y a encore quelques petits bouts ici ou là à faire d'aménagement pour que chacun puisse partir en toute sécurité sur son vélo, qu'il soit musculaire ou électrique. C'est au choix de chacune et chacun d'entre vous. Voilà. Donc je ne voulais pas passer sous silence cet événement qui, quelquefois, on doit rendre fiers toutes les Saint-Aubinoises et les Saint-Aubinois. C'est toujours intéressant. Il faudra rajouter un petit label supplémentaire sur le panneau que nous avons devant nous, sur chaque nom. Voilà, mes chers collègues, cette séance du conseil municipal aura été tenue dans une 50aine de minutes, ce qui est quelque chose d'intéressant. Voilà, ça nous a permis également de voter des délibérations qui vont être mises en œuvre. En tout cas, je vous remercie de votre présence à toutes et à tous. Je vous remercie à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous regarderont, qui nous entendront. N'hésitez pas à y revenir dessus. Il y avait déjà, j'ai regardé tout à l'heure, 289 vues déjà, donc ce qui est déjà assez important au moment où on parle. Bonne soirée à toutes et à tous, et avec la formule consacrée, la séance est levée.